Bonjour à tous, j'espère que malgré la situation actuelle, vous allez tous bien, que tout le monde se porte bien chez vous. Et on va essayer de garder un petit lien ensemble ou une continuité pédagogique, c'est-à-dire qu'on va essayer quand même de garder quelques moments où on fait cours. Pour cela, j'ai choisi plutôt le format de petites vidéos comme ça que je vous adresse. Alors là, ici, c'est évidemment pour les classes de STMG et de ST2S que j'ai. C'est en complément du cours que je vous ai envoyé en PDF. Ça vous permettra d'avoir les explications nécessaires pour bien comprendre ce cours. Alors d'autant que ce cours, il s'intitule Métropolisation, littoralisation des espaces productifs et accroissement des flux. Alors j'ai déjà un petit peu commencé avec mes STMG, les ST2S non, pas encore. Alors il faut dire que le titre ne donne pas forcément envie de faire de la géographie. C'est un titre qui est effectivement complexe. Il faut bien retenir que on va parler dans cette leçon, en gros, de la mondialisation et de son organisation. Concrètement, comment les produits que vous achetez, que ce soit du textile, que ce soit de l'électronique, sont fabriqués, donc produits, et comment certains espaces représentent pour cela un avantage réel, notamment les métropoles, les littoraux, mais aussi comment tous ces produits que vous utilisez vont générer des flux, c'est-à-dire des échanges importants sur la planète. Alors, deux mots qu'il faut bien connaître, et c'est pour ça que je vous les mets dès l'introduction. Le mot production, qui paraît pas très compliqué à la base, mais on attend une définition claire de cette notion pour le bac. Donc moi, je vous ai écrit que la production, c'était l'ensemble des étapes, des moyens et des processus qui contribuent à l'élaboration d'un produit, d'un bien matériel ou d'un service. Donc en gros, lorsque on parle, imaginons, d'un iPhone, du moment où l'iPhone est dessiné, conçu, jusqu'au moment où il est vendu. Toutes les étapes qui vont permettre et amener à sa vente, à sa production finale. Et puis là-dedans, vous avez le mot espace productif, qui lui non plus n'est pas forcément transparent lorsqu'on le regarde, mais lorsqu'on y réfléchit, c'est tous les espaces qui participent à toutes les étapes de la production, c'est-à-dire toutes les étapes qui vont être aménagées et mises en valeur dans le cadre d'une activité économique. Donc exemple, vous allez avoir une usine qui va se construire en Chine pour assembler un téléphone, et bien à ce moment-là, c'est un espace qui est aménagé, mis en valeur et qui participe à la production. Voilà, donc d'où le mot espace productif. Alors, pour tout de suite parler du grand 1, donc c'est-à-dire voir comment il y a une chaîne de production qui est organisée à l'échelle du monde, c'est-à-dire que effectivement vos produits sont en général issus d'une production mondialisée. On va tout de suite voir une vidéo qui évoque cela et voir en quoi les FTN, on va voir ce que cela veut dire, sont des acteurs clés de la production mondialisée. Regardons ça ensemble. Les voitures Toyota sont fabriquées par une société japonaise, mais les châssis sont produits en Angleterre, les moteurs au Pays de Galles, les pneus au Japon, les circuits électriques en Chine, les ceintures de sécurité en République tchèque et les éclairages en France. Voici un smartphone inventé par une société américaine qui s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires dans le monde. Ses composants proviennent d'une multitude de pays. L'écran, par exemple, a été fabriqué au Japon. L'appareil photo et le GPS ont été conçus en Allemagne. Le système mémoire, l'antenne à courte portée et le circuit audio aux États-Unis. Le processeur en Corée du Sud, la batterie à Taïwan, soit plusieurs centaines d'usines réparties dans une vingtaine de pays. Tous ces composants ont été ensuite assemblés en Chine. Au final, la valeur de ce smartphone américain a été créée par de nombreux pays. Le Japon est à l'origine de plus d'un tiers de cette valeur. Et la Chine n'est responsable que de 4% de la valeur de ce produit, pourtant réputé fabriqué en Chine. Alors, notre histoire, ou plutôt notre voyage, va commencer en Inde, à Ludhiana. Pourquoi dans ce pays? Eh bien, tout simplement parce que pour faire un jean, il faut du coton et que l'Inde est le premier producteur mondial de coton avec 6 350 000 tonnes par an, au passage, je rappelle. Mais vous l'avez dit que le coton consomme beaucoup d'eau. Pour faire pousser le coton nécessaire à la fabrication d'un jean, il faut 4000 litres d'eau. Puis, ce coton est envoyé chez le voisin, au Pakistan, à Karachi, pour être filé et tissé. Étape suivante, la Chine. 4800 km plus à l'est, Xintang, la capitale du jean, 3000 usines qui vont produire, tenez-vous bien, la toile nécessaire à la fabrication de 800 000 jeans par jour.
Voilà, c'est là que la toile va prendre de la couleur. Elle est teinte en bleu indigo. Alors pour cela, les fabricants utilisent un pigment de synthèse. Pour fabriquer 1 kg de ce pigment de synthèse, il faut une centaine de kilos de pétrole, des solvants et 1000 litres d'eau. Voilà. La toile est ensuite envoyée en Tunisie et encore 9500 km de plus au compteur. Là, elle est assemblée, on va ajouter, vous savez, les petits rivets qui en général arrivent d'Australie. La fermeture éclair, c'est devenu une spécialité du Japon. Quant aux boutons, eh bien, très souvent, ils arrivent de République démocratique du Congo. Vous pensez que c'est terminé? Eh bien non, pas encore. Le jean va maintenant être délavé et envoyé au Bangladesh ou en Égypte. Bangladesh, là, le kilométrage est encore plus important. À Dhaka, l'opération consiste à sabler le jean. C'est une opération très nocive. Il existe un système un peu plus vertueux qui utilise le laser, mais ça, c'est beaucoup plus cher. Voilà, là, le jean est terminé. Il ne reste plus qu'à l'acheminer vers la boutique où il sera vendu. Au moment où ce jean va arriver sur les étagères, il aura consommé environ 11 000 litres d'eau et parcouru 65 000 kilomètres, l'équivalent d'une fois et demie le tour de la Terre, et dire que cette toile a un peu été inventée à Nîmes. Donc grâce à cette vidéo, vous avez compris qu'une FTN, c'était une grosse entreprise. Alors une FTN, par exemple, c'est Apple. Apple qui siège dans la Silicon Valley, c'est-à-dire qu'elle a une maison mère. Donc ici, vous avez les différents téléphones ou ordinateurs de la marque qui sont conçus, qui sont en gros dessinés. Et c'est là où on va décider des différentes étapes de la future production du téléphone. En général, cette production, elle va donc être divisée à travers le monde. Alors ici, ne sont représentés que les Apple Store et que les sous-traitants d'Apple, mais par exemple, on aurait pu aussi représenter des produits qui vont fournir, notamment en Afrique, des matières premières qui vont être nécessaires à la production, par exemple, de l'écran. Donc en fait, on va chercher dans le monde les différents endroits où on va tirer un avantage, où la marque va pouvoir tirer un avantage pour produire son appareil. Donc ça peut être soit des matières premières, des richesses qu'on va trouver en Afrique, ou alors un sous-traitant, c'est-à-dire une entreprise qui travaille pour Apple et qui est installée en Europe, en Asie, etc., qui participera à la production de l'iPhone, par exemple, en produisant l'écran ou le GPS, etc. Alors tout ça, ça vous montre qu'il y a une maison mère américaine, il y a des filiales à l'étranger, et en général, une FTN, elle est présente sur au moins 5 pays différents et elle fait la majeure partie de son chiffre d'affaires à l'étranger, à l'extérieur du pays d'origine. Alors en général, la mondialisation, elle est aussi organisée, c'est un terme qui paraît un petit peu complexe, en chaîne de valeur ajoutée. En fait, c'est vraiment ce que vous avez vu dans la vidéo que je vous ai montrée, c'est-à-dire qu'on va chercher à travers les différents moments de la production des avantages. Donc, par exemple, Apple, lorsqu'elle va lancer son iPhone, elle va évidemment réfléchir à où trouver ses matières premières, où trouver des sous-traitants qui vont fabriquer telle ou telle pièce nécessaire à l'appareil dans le monde. Et évidemment, à chaque fois, elle va rechercher l'espace qui va être le plus avantageux. Soit parce que celui qui va fabriquer la pièce va être quelqu'un qui travaille bien et qui est payé peu cher, soit parce qu'elle va trouver à tel endroit une matière première nécessaire et pas trop chère à la réalisation, à la production de l'iPhone. Donc en fait, on appelle ça une chaîne de valeur ajoutée puisque les différents éléments de cette chaîne amènent à la vente et à la distribution du produit, alors que à la base, la firme transnationale, donc la grosse entreprise, a cherché le meilleur rapport qualité-prix, l'endroit du monde où en gros elle va avoir les avantages les plus importants. D'où le mot chaîne de valeur ajoutée. Voilà, j'espère que j'ai été clair là-dessus parce que je sais que c'est un terme qui est assez complexe. Alors, dernière petite flèche dans ce petit 1, je vous dis que les États aussi interviennent dans cette production puisque évidemment chaque État va vouloir, lorsqu'il a la possibilité de le faire, participer à cette production. À partir du moment où l'État, par exemple français, réussit à attirer le futur fabricant de telle chose, de telle pièce, par exemple, on prend l'exemple de Toyota qui est venu fabriquer la Yaris à Valenciennes, évidemment, l'État français a essayé d'être le plus convaincant possible pour attirer Toyota chez nous, dans le Nord. Donc, par exemple, Toyota, dans ces cas-là, regarde différents critères. Et les États se mettent un peu en valeur là-dessus. Vous allez avoir les critères liés à la santé, à l'emploi, au travail, à l'éducation, à la formation, au transport, à l'environnement. Bref,
on va étudier, alors quand je dis on, la firme transnationale va étudier les critères qui rendent tel ou tel espace plus ou moins attractif. Alors, je vous donne un exemple. Emmanuel Macron, récemment, a accueilli à Versailles, lors d'un sommet qu'on appelle Choose France, c'est-à-dire Choisissez la France, énormément de patrons d'entreprises, par exemple le patron de Netflix, le patron de Coca-Cola, afin de faire comme une publicité pour la France, c'est-à-dire les attirer en leur disant, vous voyez, la France a certains atouts qui pourraient vous intéresser dans votre chaîne de valeur ajoutée, dans votre production de différents produits. Et évidemment, il faut dans ces cas-là faire une sorte de marketing, c'est-à-dire vous vendez clairement votre territoire afin d'attirer des activités de chez vous. D'accord, évidemment, ça crée des emplois pour la France, c'est intéressant. Et puis, pour l'entreprise, si l'espace est avantageux, ça permet évidemment de créer aussi quelque chose qui représente un vrai avantage dans la production, à la fois pour gagner plus d'argent, mais aussi pour avoir des produits de qualité. Alors, les pays qui attirent énormément, on continue à avoir des classements. Vous voyez, on n'est pas si mal classé que ça. On est classé 5e. Alors, les classements évoluent en fonction des années, mais on est quand même un pays qui continue à attirer les investissements. Alors, dans notre petit 2, il est un peu plus court, vous allez le voir, on va aller voir les différents facteurs qui amènent à l'internationalisation croissante des productions, c'est-à-dire pourquoi on en arrive à une production qui est aussi mondialisée. Alors, la première raison, c'est regarder que d'un État à l'autre, les droits de douane diminuent considérablement. Auparavant, sur un produit, on faisait payer jusqu'à 40% de droits de douane. Aujourd'hui, on est passé aux alentours de 3%, voire même un petit peu en dessous. C'est-à-dire que lorsqu'un produit va franchir une douane, lorsqu'un produit va voyager, auparavant, on lui faisait payer énormément de taxes lorsqu'il passait une frontière. Aujourd'hui, ces taxes sont minimes. Alors pour vous, c'est évidemment intéressant. Lorsque vous payez un produit, vous avez beaucoup moins à donner en argent, si on vraiment en parle très concrètement, pour les douanes. Désormais, les produits circulent plus facilement parce qu'en gros, les droits de douane coûtent beaucoup moins cher que précédemment, qu'auparavant, regardez, qu'à peu près au milieu du XXe siècle. Ça, c'était pour la première flèche. Évidemment, ça s'appelle la libéralisation. C'est un mot un petit peu plus compliqué du cours. Libéralisation, ça veut dire laisser une liberté dans le commerce, un commerce donc libéral, on l'avait un petit peu déjà vu en histoire, et qui dit libéral dit le moins d'obstacles possible, notamment aux frontières, et donc le moins de douanes possible. Autre raison, c'est notre seconde flèche, c'est la baisse des coûts de transport en général, et qui amène, regardez, le transport de marchandises à augmenter considérablement. Désormais, le transport coûte beaucoup moins cher et ça s'explique par des bateaux de plus en plus gros où vous allez pouvoir mettre de plus en plus de containers notamment dessus. On verra, on en reparlera. Et donc, qui dit plus de containers dit forcément des gens qui partagent les coûts. Donc, regardez, par exemple, vous avez cet énorme bateau. Donc, auparavant, lorsque vous aviez moins de containers sur un bateau, il fallait payer beaucoup plus cher pour le louer. Alors même si le mot louer n'est pas bon, mais en tout cas pour louer un emplacement qui vous permettait de faire le voyage. Désormais sur des énormes bateaux comme celui-là, comme vous êtes énormément de personnes à utiliser un emplacement, vous partagez le coût de ce bateau en autant de personnes qui placent un container, ce qui fait que le coût est beaucoup plus faible que précédemment. Voilà ce qui était important de voir aussi. Dernière chose et que vous allez pouvoir voir à travers cette vidéo, il y a énormément de flux qui explosent sur la planète. Et je vais essayer de vous faire trouver à travers les différents extraits les différents flux qui traversent chaque jour la planète. Avec un coût du transport en chute libre, tout devient plus simple. Plus besoin de concentrer la production. Chaque élément peut être fabriqué là où c'est le moins cher, puis transporté dans ces grandes boîtes. Tiens, Mattel par exemple avait pour habitude de fabriquer ses jouets au Japon. En 1997, le plan global de production change tout cela. 10 ans plus tard, l'entreprise fait tourner 13 usines en Chine, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Mexique, auxquelles s'ajoutent plus d'une trentaine de sous-traitants. Rien qu'en Chine, Mattel emploie 60 à 80 000 personnes. Cerise sur le gâteau, ces conteneurs permettent de simplifier les chargements et déchargements des bateaux. En 1950, il fallait plusieurs jours pour vider un bateau de quelques tonnes. Aujourd'hui, des grues hautes de 61 mètres pesant 9000 tonnes déchargent un conteneur en 90 à 120 secondes, soit 30 à 40 conteneurs par heure.
efficace. Du coup, plus il y a de conteneurs en circulation, plus les bateaux pour les transporter sont grands. Le CSCL Globe, fabriqué par Hyundai, est le dernier monstre en date. Près de 185 000 tonnes d'acier sur lesquelles peuvent embarquer 19 100 boîtes. De quoi contenir 189 millions de tablettes, soit plus de 90% des ventes dans le monde en 2013 en un seul bateau. Un gros Père Noël, dont le traîneau laisse quelques méchantes traces. Le carburant... Excusez-moi. Ouais. C'est votre voiture, là? Ouais. La Jaguar? Ouais. Et vous gagnez combien? J'en sais rien, 72 000 $ le mois dernier. Si vous me montrez une fiche de paie avec 72 000 dessus, je quitte mon job illico et je bosse pour vous. Je démissionne. Je vais bosser à la bourse. Je m'appelle Jordan Belfort. Tout juste âgé de 22 ans, je me suis dirigé vers le seul endroit à la hauteur de mes nobles ambitions. Nous sommes la meilleure société au monde! Je devenais une légende. T'es pas marié? Et les gens mariés ne peuvent pas avoir d'amis? On ne sera pas des amis. Je me faisais tellement de fric que je savais plus quoi en faire. 26 000 $ pour un dîner! On n'est plus pauvre, papa. Dis-lui ce qu'on a commandé comme C'est extra. quoi ces extras? Ça guérit le cancer? Oui, ça guérit le cancer, c'est ça le problème. Et du coup, c'est pour ça que c'est si cher. 22 millions en 3 heures! C'est bien la comptabilité fournisseur, location, transport. Facture qui date mois de mai et mois de juin. Bonjour madame. Madame Lafarge de la Au comptabilité. téléphone, Madame Lafarge qui tente de démêler un problème de facture impayée. Madame Lafarge, c'est Wafa, cette jeune femme de 27 ans. En face d'elle, Charlotte Simonet, qui s'appelle en fait Ella dans sa vraie vie de Tunisienne. Sur lequel je vais faire le point avec vous, si vous me permettez. On a un pseudo, parce que les clients ne savent pas que notre plateforme en Tunisie, donc ils savent que c'est au siège à Nanterre. Parfois, ils nous demandent, on les appelle d'où, donc on leur dit que c'est à Nanterre. Cette plateforme téléphonique est à 1500 km de Nanterre. Depuis 10 ans, elles se sont multipliées en Tunisie comme au Maroc. Ces téléopérateurs sont capables de régler toutes sortes de problèmes. Dépanner une ligne Internet, faire des sondages, démarcher des clients pour leur vendre des fenêtres, et tout ça dans un français impeccable. C'est naturel, puisque c'est la deuxième langue en Tunisie. Nous avons l'arabe. Après, nous faisons le français depuis l'âge de 7 ans. 15 000 jeunes travaillent dans les centres d'appel en Tunisie. Leur salaire, autour de 300 € par mois au niveau d'un instituteur débutant. Pour les entreprises françaises qui font sous-traiter leurs relations clientèle, la prestation leur revient à 12 € de l'heure, en moyenne, contre 22 € en France. Plus l'économie progresse, partout dans le monde, plus le tourisme explose. En 1950, 25 millions de personnes dans le monde partaient en vacances. 112 millions en 1965, 935 millions en 2010 et 1,250 milliard aujourd'hui. L'explosion du tourisme est le signe le plus visible de l'essor des classes moyennes partout dans le monde, et en particulier dans les pays émergents comme la Chine. Le tourisme est devenu un mouvement perpétuel planétaire. Il y a en permanence dans le ciel 1 200 000 passagers en vol. Voilà, donc vous avez vu différents extraits. J'ai fait exprès de ne pas vous mettre à chaque fois quel était le flux. Je pense que vous les avez trouvés de vous-même. Évidemment, les flux de marchandises, les flux financiers, les flux de services et les flux de personnes. Tout ça, tous ces flux passent par des réseaux qui peuvent être par exemple le réseau Internet, mais aussi tout le réseau maritime. Et ces flux, je rappelle bien, flux, ce sont tous les échanges de toutes les catégories que je vous ai évoquées sont vraiment très importants. Donc, on vient de terminer notre grand 1. J'espère que vous avez réussi à suivre tout ça. Évidemment, la semaine prochaine, je reviendrai vers vous pour faire le grand 2 ensemble, recopier ou imprimer comme vous voulez, mais surtout enregistrer tout ce que je viens de vous dire, puisque d'ici fin de semaine, je reviendrai vers vous pour un petit quiz via Quiziz, c'est l'équivalent de Kahoot, vous verrez, afin de voir si tout ça a bien été vu et compris. Merci beaucoup. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches et à bientôt.